Voilà ce que nous voudrions dire en ce qui concerne la France, cher monsieur. Maintenant, il y a eu la question. Oui, le peuple de Côte d'Ivoire, cher monsieur, a compris le. Pour preuve, de 2002 jusqu'à maintenant, ceux qui ont orchestré et organisé cette guerre pensaient que dans le temps, dans la durée, le peuple allait s'essouffler. Mais au contraire, au fur et à mesure que la guerre a duré, il y a d'autres personnes qui comprennent et qui grossissent le rang des patriotes. Mais tout récemment, quand nous avons demandé aux patriotes de quitter la rue, je dois avouer que nous avons eu des difficultés. Il faut l'avouer, nous avons eu des difficultés. Les gens ont dit, mais général, pourquoi vous voulez que nous on quitte la rue? Pourtant, nous n'avons rien eu encore. Quelqu'un pose une telle question. Vous ne pouvez pas dire que ce sont des gens manipulés. C'est des gens qui ont compris pourquoi ils descendent dans la rue. Mais quand nous avons expliqué pourquoi il fallait qu'ils quittent la rue, ils ont quitté la rue. Le peuple de Côte d'Ivoire est mature. Le peuple de Côte d'Ivoire a compris la question. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas un épiphénomène. C'est une révolution libératrice qui est en route. Et les conditions subjectives comme objectives de la révolution sont réunies. Pas même M. Chirac ne pourra arrêter ça. Il ne peut que retarder comme il est en train de le faire. C'est ça qui est la vérité. Donc voilà ce que nous voudrions dire. L'ambassade de France, qui était devant le siège de l'ONUCI? Monsieur de l'AFP, ceux qui étaient devant l'ONUCI étaient des patriotes. Et j'assume leur présence là-bas. C'était le patriote de Côte d'Ivoire qui n'était pas content de l'ONUCI, qui était devant l'ONUCI. Et nous assumons cela. Maintenant, quand ils y étaient, qu'ont-ils fait? Voilà la question à laquelle on doit répondre tous. Ce qu'ils ont fait, mais ils sont allés faire siège devant le siège de l'ONUCI pour protester contre la décision du GTI. Et ils ont même demandé le départ des troupes de l'ONUCI. Mais parce que mille et une questions se posent et trottent dans l'esprit de plusieurs Ivoiriens. Que font les forces impartiales en Côte d'Ivoire? On nous envoie les forces impartiales toujours. Mais pourquoi? Pourquoi faire? Voilà la question que nous nous posons. Ils disent, nous sommes venus pour apporter la paix. Ceux qui étaient devant le siège de l'ONUCI lançaient des cailloux et des pierres. Et ça, ce n'est pas original à la Côte d'Ivoire. Je vous rappelle toujours qu'en France, partout, ça se fait. J'ai vu partout où les gens se réunissent, toujours des pierres qui les lancent. Mais je n'ai jamais appris que la police a même tué quelqu'un. Il y a des moyens conventionnels pour disperser une foule, même menaçante. Il y a des moyens conventionnels. Il y a des moyens conventionnels. C'est rien, c'est... Il ne faut pas paniquer. Donc des gens qui vous lancent des pierres, vous ne tirez pas sur eux. Puisque le général Fall a dit hier qu'ils ont le droit de tirer. Mais ils ont le droit de tirer en cas de quelle situation? C'est quand vous avez en face de vous des gens qui tirent, évidemment, que vous ripostez. Mais devant l'ONUCI, ceux qui étaient là ne tiraient pas. Ils lançaient des pierres. Même au siège de l'ONU à Washington, souvent il y a des gens qui vont manifester contre l'ONU. N'est-ce pas? Quand la guerre devait être engagée contre l'Irak, en France, en Europe, aux États-Unis, partout, les gens marchaient dans la rue, non? Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, cher monsieur, ceux qui étaient devant l'ONUCI étaient des patriotes. Voilà, pour protester. Maintenant, je m'en vais, moi, ramener une question à laquelle je vais certainement répondre. Nous, on fait une confusion, on n'arrive pas à comprendre. Et aidez-nous. La différence entre les forces onusiennes et la licorne. Parce que partout quand il y a des conflits, on envoie les casques bleus qui sont là au nom de l'ONU. Bon, comment expliquez-vous la présence des forces françaises en Côte d'Ivoire? Qui dirige qui? À quoi servent ces forces françaises? Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. L'armée française n'a pas été créée pour les Ivoiriens. L'armée française a été créée pour les Français. Il faut que l'armée française reparte pour protéger les Français. Et cela est une question réelle qui menace notre indépendance.
Regardez, pour justifier la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire, selon que ce soit en France que l'on parle, ou selon que ce soit en Côte d'Ivoire que l'on parle, il y a des discours différents. Ils disent on est venu pour la paix, pour séparer les gens qui se battent en Côte d'Ivoire, le Nord et le Sud qui se battent en Côte d'Ivoire. Quand ils sont en France, ils disent c'est pour protéger les ressortissants français. Nous avons des ressortissants ivoiriens en France, mais il y a pas notre armée n'est pas là-bas. Il y a des ressortissants gabonais à Paris. Il n'y a pas d'armée gabonaise à Paris. Il y a des ressortissants maliens à Paris. Il n'y a pas d'armée malienne à Paris. Il faut qu'on arrête cette conception coloniale et dépassée, vieillissante, passéiste des rapports France-Afrique. Voilà ce qu'on attend. Parce que c'est dangereux pour l'ONU. Ce ne sont pas les casques bleus qui ont tué nos amis devant l'hôtel Ivoire en 2004. L'armée française s'est fait justice. C'est hors du président Chirac. Et il y a un ministre français qui a dit on ne tue pas un soldat français impunément. Je vous ramène, on va faire la digression. Supposons que l'armée israélienne, dans une opération hasardeuse, se trompe et tire sur un camp français. Je ne suis pas sûr que la France aurait eu la même réaction qu'elle a eu face à nous ici. Et cela s'est passé en Israël. Vous comprenez? Et supposons que l'armée américaine soit en train de faire des opérations hasardeuses et se trompe et tire sur un camp français. Je ne m'imagine pas que la France aurait eu la même réaction qu'elle a eu ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que, parce que je veux que les journalistes écoutent ça très bien. Parce que souvent ils disent non, l'armée française est sous mandat onusien. Si l'armée française est sous mandat onusien, est-ce que le président Chirac a demandé l'ordre du Conseil de sécurité de l'ONU avant de détruire l'aviation de la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est avec un mandat express de l'ONU que la France est venue détruire les aéronefs de la Côte d'Ivoire? Non. Le président Chirac a lui-même donné l'ordre. C'est substitué à Kofi Annan et a tiré. Détruire l'aviation et devant ici à l'hôtel d'Ivoire, les gens ont été tués. Et quel est le statut donc de la licorne en Côte d'Ivoire? C'est des questions intellectuelles. On se pose. Donc la France s'est fait justice. On ne vit plus dans une jungle. C'est pourquoi les lois ont été établies. C'est pourquoi même que l'ONU a été établie. Donc l'armée française qui vous dit qu'elle est ici pour, j'allais dire, établir la paix, c'est faux. Elle tue. Et devant l'hôtel Ivoire, elle a tué. Elle a tué ici, devant l'hôtel Ivoire. Et comme vous n'étiez pas là, et que l'on vous a raconté des choses, n'hésitez pas. Vous êtes aujourd'hui à l'hôtel Ivoire. Et ce qui s'est passé devant l'hôtel Ivoire, voilà ce qui s'est passé devant l'hôtel Ivoire. J'étais là, et face à eux, les jeunes Ivoiriens, les menus. Je ne vois pas un seul fusil là. Voilà ceux qui applaudissent. D'ailleurs, qui sont armés n'applaudissent pas. Ils tirent aussi. Voilà ce qui s'est passé devant l'hôtel Ivoire. Voilà les chars. Est-ce que ça, c'est normal? Ce n'est pas normal. Et c'est ça que nous dénonçons. Il est bon que voilà les jeunes Ivoiriens qui sont couchés là, en train de suer. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Blessé, il y a eu un jour, voilà, son crâne vraiment écrasé par l'armée française. Et ça, à l'ONU, on n'en parle pas. Never talk about that at the UN. Bref, est-ce qu'on peut arrêter les images? Dans un pays européen, cela allait être un scandale. Mais pourquoi l'ONU ne parle pas de cela? Est-ce parce que nous sommes noirs et que nous sommes des nègres? C'est une forme de racisme que nous dénonçons ici. On ne peut pas l'accepter. Donc, voilà, chers messieurs, nous, c'est que nous reprochons et c'est que nous n'acceptons pas. Ceux qui étaient devant l'ONU ici, c'était des gens qui étaient allés protester. À Guiglo, c'était la même chose. Mais à Guiglo, il y a eu près de 5 morts qui ont été, 5 jeunes qui ont été tués. Vous avez les photos là. Nos amis qui ont été tués, qui sont là devant vous.
à Guiglo. Des enfants de 10 ans qui ont été tués à Guiglo. Et quand le Conseil de sécurité s'est réuni, personne ne parle de ça. On parle de manifestations violentes devant l'ONU. Mais dites que les agents de l'ONU qui sont venus en Côte d'Ivoire pour apporter la paix ont tué. Et sur ce point-là, nous exigeons réparation de la part des agents de l'ONU. Il faut que ceux qui étaient dans le camp des Guiglo, qui ont tué les jeunes Ivoiriens que vous voyez là, des sanctions disciplinaires soient prises contre eux. En fonction du meurtre qu'ils ont commis. Parce que ceux qu'ils ont tués là, c'est des hommes. Pourquoi ces gens ont-ils la gâchette aussi facile? Voilà ce que nous reprochons. Et voilà ce que nous exigeons. En plus du fait que nous exigeons un programme de désarmement de la part du Premier ministre Bani, nous exigeons de l'ONU des sanctions contre ceux qui ont tué. Voilà ce que nous exigeons. Parce que si cela n'est pas fait, il ne faut pas être surpris après. J'ai dit, il ne faut pas être surpris après. Parce qu'on ne peut pas accepter d'être tué comme ça impunément. Voilà ce que nous voudrions dire. Est-ce qu'il y a une autre question? You said that you would react if the Prime Minister doesn't publish his timetable for disarmament in 2 weeks. How will you react, please? Oui. Elle m'a demandé comment nous allons réagir. How are we going to react? Right? How? Ok. Donc, je ne peux pas dire ce que je vais faire. Sinon, ils vont se préparer pour m'éviter. Et nous allons échouer. Oh, nous n'avons pas envie d'échouer. N'est-ce pas? Mais une chose est sûre, vous savez, madame, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. On tue nos amis impunément. Et nous, c'est nous qu'on sanctionne. Il y a des petits voyous qui ont coupé le pays en deux. Amnesty International a produit un rapport parlant d'hommes qui ont été étouffés dans le conteneur au nord. Casse, c'est un militaire du côté de Soro, a été tué, incendié. Personne n'en parle. Des gendarmes ont été pendus à Boaké, avec les enfants, égorgés. Personne n'en parle. Vous savez, il faut que l'ONU commence à descendre sur terre et à être réaliste. Sinon, il faut prendre des résolutions depuis Washington, depuis New York. Nous, là, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'eux, ils sont dans les bureaux climatisés. Nous, on vit une réalité difficile ici, qu'on ne peut pas accepter. Même les agents qui sont ici, les week-ends, ils sont en boîte de nuit, they go to night club, they go to the beach, right? And they enjoy themselves. I mean, they don't feel what we're living. They don't feel it. They even don't know if ever they're living in a country that is living in a war situation. Mais ce qui les intéresse, c'est en boîte de nuit, à la plage, partout pour s'amuser, acheter des maisons. C'est cela que nous ne voulons pas. Il y a une guerre, vous êtes venus pour la résoudre, il faut résoudre cette guerre. C'est tout. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a une autre question? Pardon? 3A Télé Sud. Ah, ok. Et la ministre déléguée à la publication, Madame Studer Kofi, a déclaré récemment qu'elle a été rudoyée, que son cou a été mis en compote. Quels sont les auteurs de cet acte? Bien, d'accord. D'abord, je vais vous remercier. Maintenant, moi, je ne suis pas policier. I'm not a policeman. The Minister of Communication said that she's been aggressive, been attacked by, someone who's working there at the TV station. But I can tell, I was not there. Now, je peux analyser. Voici un ministre de la communication qui vient avec une cassette à la télévision. Mais une cassette dans un contexte de crise, mais aussi de crise de confiance. Et elle veut faire passer la cassette directement à la télévision. Par déontologie, par professionnalisme. L'agent lui dit, madame, il faut d'abord visionner la cassette pour voir ce qu'elle contient avant de la passer. Elle dit non, elle est ministre, donc elle fait passer la cassette. L'agent refuse. Selon nos informations, parce que nous avons rencontré l'agent aussi. Elle appelle le Premier ministre et elle veut faire passer le Premier ministre au téléphone pour que l'agent lui parle. L'agent refuse
que lui n'a pas le droit de parler directement au Premier ministre. Qu'elle est la ministre de la communication, c'est elle qui parle avec la Premier ministre. Et lui, il parle avec elle. Donc, il ne peut pas parler avec elle. Elle s'est emportée. Et elle est allée sur les antennes de la télévision 3 jours après. 3 jours après. Pour dire que elle a été agressée. Il y a beaucoup de questions, hein, cher monsieur. La ministre de la communication, ce n'est pas vous. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui non plus. Je veux dire, ce n'est pas un individu ordinaire qui se promène seul. Elle a 2 gardes-corps. Elle en a 3. Elle a 3 gardes-corps. Donc, pour qu'elle soit dans un tel état, ça veut dire que M. Benzaoui, il a tellement de force qu'il a réussi à neutraliser les 3 gardes-corps. On peut plaindre. Elle a qu'à porter plainte contre tout le monde. On peut porter plainte contre le général Kassaranté, par exemple, pour complicité. Et pour non-assistance à personne en danger. Le colonel Djabi Point était là. En fait, il y avait plein de... Il y avait le commandant supérieur de la gendarmerie qui était là. Le général Kassaranté. Donc, certainement qu'il y a participé. Donc, quand il porte plainte, elle n'a qu'à porter plainte comme tout le monde. On peut porter plainte contre le général Kassaranté, par exemple, pour complicité. Et pour non-assistance à personne en danger. Le colonel Djabi Point était là. En fait, il y avait plein de témoins. Dites à Maroussoudé d'arrêter sa comédie. Vous comprenez? L'objectif était net. Les gens voulaient démontrer que nous sommes descendus dans la rue et que nous avons mal fait, nous avons fait des fautes. Donc on voulait diaboliser les jeunes patriotes, ce jour-là. Maintenant, la ministre de la communication, elle n'est pas chargée, elle est la ministre de communication, mais elle n'est pas chargée de la communication du Premier ministre. Le Premier ministre a un service de communication. Le rôle d'un ministre de communication, ce n'est pas de se promener de télévision à la radio avec des cassettes. Même moi, Bleu Goudé, je ne fais pas ça. Moi-même qui ne suis pas ministre, si je peux dire à Jean-Yves, écoute Jean-Yves, il y a quelque chose, prends la cassette, va la déposer à la radio. Moi-même, je n'y vais pas. Ou Dakouli même peut dire à quelqu'un, va le faire. Ainsi de suite. Un ministre de la communication qui se promène des radios à la radio avec des cassettes, c'est un sérieux. Vous comprenez, les gens, cette crise a nous fait découvrir beaucoup de choses. Et les gens sont en train de s'étaler dans leur petitesse. Mais ça ne peut pas passer. Parce que le minimum exige qu'on se pose des questions. Elle a été blessée jeudi. Son cou a certainement été cassé puisque c'est dans le mineur. Donc il y a dû avoir une bagarre terrible à la télévision entre elle et Benzaoui qui a dû neutraliser les gars du corps, leur arracher leur pistolet et s'emparer de la ministre. Soyez sérieux. En fait, c'est un montage grossier qui a eu lieu. Il faut banaliser ça. Voilà, on voulait vraiment nous diaboliser. Vous avez vu hier à la télévision, vous tous, j'ai vu le DG d'une réunion interne. Parce que c'était une réunion interne. Le DG de la télévision invite ses agents pour qu'ils se concertent, pour créer certainement un climat de cohésion entre eux. Mais en quoi ça intéresse les Ivoiriens? Ça ne nous intéresse pas. C'est entre eux. N'est-ce pas? Si le directeur de la chaîne des Africa convoque ses agents, les téléspectateurs des Africa, en quoi ils sont intéressés par votre réunion? Ils ne sont pas intéressés. Mais il a monopolisé la chaîne hier. Et il a dit quelque chose auquel je vais répondre. Il a dit, les patriotes qui se plaignent sont ceux-là même dont nous couvrons les événements très souvent. Ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas une faveur que de couvrir nos événements. Parce que la télévision, là, elle est la télévision d'une république. Vous comprenez? Et la république, là, a failli être décapitée. Donc, elle risquait de ne plus exister. Donc, si elle existe, il y a des gens qui l'ont protégée. Donc, tu peux vous dire qu'ils ont un droit. Et nous payons. Si Québec est aujourd'hui directeur de la télévision, il n'a qu'à nous dire merci. Qu'ils nous disent merci. Parce que la télévision existe, parce que la République existe. Deuxièmement, il est bon qu'on vous explique à vous pourquoi on a pris la RTI. Nous sommes descendus dans la rue le lundi 16. Aucun patriote n'est allé à la télévision. Le mardi 17, aucun patriote n'est allé à la télévision. Le mercredi 18, les jeunes patriotes sont allés à la télévision. Pourquoi sont-ils allés à la télévision?
Pendant que nous étions dans la rue et devant l'ambassade de l'ONU ici, la télévision ivoirienne faisait un reportage à Abidjan tous les 20 heures pour démontrer aux Abidjanais que ce qu'on faisait, c'était un épiphénomène. Et que la ville d'Abidjan est calme. Et donc la télévision ivoirienne n'est pas venue couvrir. Puisqu'il disait que ce n'est pas une obligation que de couvrir notre événement. Une actualité aussi chaude. Vous savez, en matière d'information, ce qui concerne la communication, il y a l'information chaude, l'actualité chaude, et puis l'information froide. C'est peut être économique, les analyses, les documentaires, ça c'est froid. Mais il y a l'actualité chaude, qui gère les événements à chaud. Une chaîne qui se veut sérieuse pour apprendre l'information chaude. Quand vous parlez de la France, en parlant des forces Nicole, vous dites les Français. Quand vous dites que le Burkina constitue la base arrière de la rébellion, vous parlez tantôt des Burkinabés. Alors, est-ce que moi, j'aurais préféré peut-être qu'on fasse une distinction, parce que c'est tout un peuple. Parce que ce n'est pas tous les Burkinabés qui soutiennent l'action du régime ou tous les Français qui soutiennent l'action du régime. Comment nous faisons la différence entre le peuple français et les autorités françaises. Mais les autorités françaises font tout pour confondre cela. Parce que les autorités françaises ont besoin du soutien du contribuable français. Donc font croire que nous ne voulons plus des Français en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Aucun pays aujourd'hui ne peut vivre en autarcie dans l'état moderne que nous vivons. Donc ce n'est pas possible. Nous savons que le peuple français ne veut plus du président Chirac. La preuve. Dernièrement, quand il y a eu les élections au niveau du référendum, au moment où le président Chirac, il a tout essayé. Il a rencontré les jeux. Qu'est-ce qu'il n'a pas organisé à la télévision? Mais il a eu un nom cinglant. Mais vous allez même, je vais même plus loin. La plupart des partis politiques français ont appelé à voter oui. Le peuple a désavoué. Donc le peuple n'est pas dans la logique des autorités françaises. Ça, on le sait, donc on fait la différence. Malheureusement, ils font tout pour faire croire qu'on est le peuple français. Le peuple français et le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien n'ont pas de problème. Il n'y a pas de problème entre ces deux peuples. Il y a un problème entre des autorités françaises qui ont une vision ancienne des rapports, qui ne veulent pas accepter que cesse le biberonisme politique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc au niveau du Burkina Faso, nous savons aussi que vous êtes sous un régime dictatorial. Ouais, un dictateur qui est Blaise Compaoré, qui est un pionnier de la France-Afrique. Parce que, regardez un peu, Houphouët-Boigny est décédé. Et Yadema est décédé. Mobutu est décédé. Voici des piliers de la France-Afrique. Il ne reste que Bongo au niveau du Gabon. Ah donc, et au niveau de... Oui, Ouad, avant de venir, il était un espoir. Mais il a été récupéré par la France-Afrique. Donc on parle aussi. Et ceux-là ont tout le monde. Ils ne tirent pas la substance de leur pouvoir du peuple. Ils tirent leur pouvoir du soutien qu'ils ont des autorités françaises. Donc on leur fait les yeux doux. Et on leur fait croire que le malheur de la Côte d'Ivoire fait leur bonheur. N'est-il pas vrai que le Burkina fait aujourd'hui partie des pays qui exportent le cacao? Vous savez, bien que les gens ne savent même pas, n'ont même pas encore vu un pied de cacao, ils ne savent même pas ce que c'est. Ça ne fait pas partie de leur culture. Vous comprenez? C'est ça que nous reprochons. Et le président Compaoré sait très bien que les sankaristes ne sont pas d'accord avec lui. Et donc, il se positionne comme un défenseur de tous les Burkinabés à l'extérieur. Parce que la plupart des Burkinabés à l'extérieur sont opposés à lui. C'est pourquoi il refuse qu'il vote. Nous, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont à l'extérieur, ils votent. Mais Compaoré, lui, refuse que cela vote. Parce qu'il sait très bien que c'est la plupart des souteneurs de M. Sankara qui a été tué. C'est lui. C'est pourquoi il refuse qu'il vote. Donc, on sait très bien. Mais je pense que le temps va résoudre ce problème. Où les Africains vont se donner la main. Où on doit éviter que le malheur du Burkina Faso soit le bonheur de la Côte d'Ivoire. Ou que le malheur du Ghana soit le bonheur du Gabon. Ainsi de suite. On doit comprendre que dans un ensemble, l'Afrique doit se défendre. Parce qu'aujourd'hui, regardez, l'Asie a décollé. Vous savez très bien que l'Asie a décollé. Il y a quelque temps, nous étions au même niveau de sous-développement avec les pays asiatiques, comme la Chine. Mais aujourd'hui, la Chine se positionne comme la 4e puissance économique au monde. Et donc l'Asie s'est positionnée comme un concurrent à l'Europe.
puisqu'il a même percé le marché européen et il est devenu un danger. L'Afrique est le seul continent aujourd'hui sur lequel les pays comme la France s'appuient pour se donner une force au sein des grandes puissances. C'est en cela que vous voyez souvent les sommets France-Afrique, où les chefs d'État viennent prendre en fait des ordres. Parce que ces sommets France-Afrique profitent à qui? À la France, qui démontre aux autres puissances qu'elle a encore une mainmise et un contrôle réel sur. Regardez, le sommet France-Afrique. Je vous fais une analyse. Ce n'est pas le sommet France-Sénégal, c'est le sommet France-Afrique. Un pays qui va commander un continent. Est-ce que vous voyez? Le sommet France-Afrique. C'est comme on dit Asie-Europe ou Europe-Asie. Mais ici, c'est France-Afrique. Ça fait pitié. Et je voudrais interpeller tous les Africains là-dessus. En appeler à l'essence aiguë de la solidarité. Pour que l'Afrique évite de rester à la traîne. Et que l'Afrique ne soit plus là où on veut expérimenter. Ou là où on vient s'appuyer pour se faire valoir. C'est pourquoi j'ai dit ça. Donc nous faisons la différence. Cela dit, en qui nous faisons confiance? Le Sud Africa numéro 1, nous voudrions dire que la confiance, ça ne s'achète pas à la boutique. C'est un combat de tous les jours. Je peux ne plus vous faire confiance, mais selon les actes que vous posez, la confiance peut revenir. Quand nous disons que nous n'avons pas confiance en l'ONU, nous n'avons pas confiance à la France, qu'est-ce que nous voulons que l'ONU et la France fassent pour qu'on ait confiance en elle? Il faut désarmer les rebelles. Appliquer les lois. Mais il faut éviter de faire pression sur le président Gbagbo avec une vitesse vertigineuse. Et quand il s'agit des rebelles, on les caresse. Est-ce que nous avons des faveurs de Saint-David d'Abidjan? En tout cas, vous savez, quand une loi est en vigueur, il faut la respecter. And we respect the law of our country. Have you seen me at the TV calling for a riot, calling for a demonstration? Never. Je n'ai pas appelé les gens à descendre dans la rue. Les gens sont descendus spontanément dans la rue. C'est tout. Ce n'est pas notre responsabilité. Est-ce qu'il y a une autre question? Maintenant, est-ce qu'on va être candidat? Non, 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 non. Je pense que nous, là, nous sommes éduqués. Hein? Nous sommes très éduqués. Et nous savons que dans la vie, là, il y a des états. On l'a dit et on ne le dira jamais assez. Dans la vie, il y a des états. Nous soutenons les institutions de notre République. Et notre temps n'est pas encore arrivé. Nous voulons que le pays soit réunifié pour que ceux qui veulent être candidats soient candidats. Mais nous avons déjà un candidat. Nous avons un candidat au présidentiel. Il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. C'est notre candidat. Il faut que cela soit clair dans l'esprit de tous. Maintenant, certainement qu'il y aura des députés qui vont être candidats. Nous allons les soutenir pour qu'il y ait la majorité au Parlement, pour qu'il y ait un pouvoir plein. C'est ça que nous allons faire. Sinon, nous ne sommes pas candidats. Personne n'est candidat ici. Nous sommes d'une jeune génération et puis une crise est arrivée dans notre pays, c'est ce que nous sommes en train de régler. Il n'y a pas d'ambition démesurée politique ici. Vous savez que quand la calvitie vient dans le village, que tous les chefs sont allés au champ, ça tombe sur la tête des jeunes. Donc cette crise-là, c'est vrai qu'elle est aussi sur nos épaules, mais on la gère en collaboration avec nos amis. Donc soyez sérieux. Nous avons manifesté pour les autres. Parce que c'est toujours la même question qui revient. Ça veut dire qu'elle est capitale. Mais en tout cas, je le dis, il y a quelque chose qui est important pour nous, que nous demandons à l'ONU. Le désarmement des rebelles. La réunification de notre pays et les élections claires auxquelles Ouattara doit participer, auxquelles Bédié doit participer, auxquelles le président Gbagbo doit participer, pour qu'on voit enfin en Côte d'Ivoire qui est qui. C'est tout. Nous ne voulons plus la guerre. Nous ne voulons plus de guerre. Nous voulons que les gens déposent les armes. Et puis que l'ONU envoie tous les observateurs, même chacun avec une torche en main, pour qu'on parte en campagne. But I can tell you, I trust my candidate. J'ai confiance en mon candidat. Et je sais que c'est un nargueur de foule. Et je sais que c'est un homme qui a de la suite dans les idées.
Et je sais que c'est un homme qui respecte la théorie de la traçabilité. Parce que c'est un homme qui respecte. Quand je parle de la théorie de la traçabilité, c'est-à-dire que c'est un homme qui a un parchemin politique. Il a un passé politique. Et il est lié à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Il a un programme. Et c'est le seul qui peut tenir face à une communauté internationale qui est liée contre lui. Face à une grande puissance comme la France, qui fait et qui défait le président en Afrique. Nous allons dire à la France, ici, là. C'est terminal. Et donc, c'est ça qui est important pour nous. Right? I was saying, what matters for us is the organization of the election, the reunification of the country, and for the rebels to be disarmed. That's all. The day they will publish the sanction, call me. Yeah, call me. You call me. Definitely. Definitely. But I'm not sure that you will have time to call me. Because we are going to react. And you will yes. Because for you to call me, it means you have time. I'm not sure that I'll need to organize people and then call them for riot. No, they know what to do. So you will not have time to call me. You just go to the street and then write about what's happening. Yes. Really. C'est-à-dire que vous n'aurez même pas le temps de nous appeler. Vous allez constater ce qui va se passer. Et vous allez faire des reportages sur ce qui se passe. Vous serez tellement occupés à faire des reportages que vous n'aurez pas le temps de nous appeler. C'est ça que je veux dire. Mais en tout cas, c'est injuste ce que nous devons faire. Voilà ce que nous voulions dire. Hein? Rassurez-vous. Mais ce que nous n'allons pas faire, nous n'irons pas nous attaquer à des civils. Nous n'irons pas nous attaquer à des militaires. Nous n'irons pas nous attaquer à des pauvres messieurs qui sont des Français qui sont venus ici pour faire leurs affaires. On n'a pas affaire à eux. Nous, on sait à qui on a affaire. Si l'ONU est ici, là, c'est parce que nous, on est d'accord. It is because we want them that they are here. Le jour où on dira qu'on ne veut plus, rien ne peut nous arrêter. Même pas le fusil. Donc, restons sereins, assistons aux choses. Mais ce que nous demandons à l'ONU, c'est de désarmer les rebelles. Enfin, faites vous-même le point des accords. De Lomé à Marcoussi, en passant par Abuja et Pretoria. Qu'est-ce que les rebelles ont fait? Il y a un seul point qu'on attendait toujours d'eux, le désarmement. Ils ne l'ont jamais fait. Jamais. Et personne ne parle d'eux. Donc voilà ce que moi je voulais vous dire. En tout cas, merci beaucoup d'être venus. Et puis, n'hésitez pas à nous appeler. Merci beaucoup. Sur le terrain, on m'a tapé par derrière. L'arbitre a toujours sifflé contre moi. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai joué le 6 novembre, face à face au gardien pour la marquer pour ma dignité. C'est l'arbitre qui m'a blessé. Jouer un match contre l'arbitre, c'est pas facile. Mais les patriotes ont mouillé le maillot. N'est-ce pas, Guillaume Anassis? Il n'y a rien, il n'y aura rien, nous Ivoiriens, on est serré et on craint rien. Le 30 octobre, on dit ce sera la fin. Pas une minute de plus, ils ont même parlé d'apocalypse. Les mêmes qui nous ont condamnés, c'est les mêmes qui nous ont reconduits. C'est pour te dire, la vérité triomphe toujours. Plus 525 600 minutes.